Qu'est-ce que t'as? Alors, on était là. Alors, DAF 7a. Alors, la vallée évoquée dans la Mishnah de Théarot est inhabituelle, car elle fait référence à un cas où elle était entourée de cloisons hautes de 10 palmes. Et conformément à ce qui est dit là, Rav Yohanan a dit, une enceinte Karpef, une grande cour qui n'est pas attenante à la maison et ne sert pas directement à la maison, qui est plus grande qu'un champ qui produit une récolte. De 2 mers qui n'étaient pas à l'origine entourées d'une clôture à des fins de résidence, mais d'une cloison pour protéger ses biens. Et même si elle est aussi grande qu'un champ qui produit une récolte d'un corps, 30 fois là de la taille d'une mer, et même de 2 corps, est toujours considéré comme un domaine privé. Et par conséquent, celui qui y jette un objet du domaine public pendant le Shabbat est responsable. Quelle est la raison pour ça? Si une cloison qui entoure l'enceinte à son statut juridique s'apparente à celui d'une cloison dans tous les sens du terme, sauf qu'elle est dépourvue de résidents. Même si les rabbins étaient stricts à l'égard de cette enceinte en raison du manque d'habitants et interdisaient d'y circuler comme s'il s'agissait d'un carmélie. Cela n'annule pas son statut juridique primaire. Selon la loi de la Torah, c'est un domaine privé à part entière. Il en va de même pour la vallée subventionnée. La vallée est un vaste espace entouré de cloisons érigées à des fins de protection et revêt ainsi le statut de domaine privé. La Gemara demande, certes dans l'explication de la Mishnah, Rav Ashi n'a pas dit conformément à l'opinion d'Ula, car il en a fourni une raison. Cependant, quelle est la raison pour laquelle Ula n'a pas dit conformément à sa propre halara qu'il a cité au nom de Rabbi Yohanan? La Gemara répond. Ula aurait pu vous dire, si la Mishnah fait référence à un cas où elle a des cloisons, appellerait-elle cet endroit une vallée? C'est une enceinte. L'implication du mot vallée est qu'il n'y a aucune cloison. Et Rav Ashi défend son opinion en disant, la langue enseignée dans la Mishnah est le domaine privé et non une carmélie. Par conséquent, son explication se rapproche davantage du langage de la Mishnah. Dans la Tosefta, la liste des lieux dont le statut juridique est celui de carmélie comprend également les carmélies. La Gemara demande, tous les autres lieux qui y sont énumérés, c'est-à-dire une mer, une vallée et une colonnade, ne sont-ils pas également des carmélites? Si oui, quelle est cette carmélie qui est mentionnée en bonne place ici? La Gemara répond, lorsque Rav Dimi vint d'Eretz Israël en Babylonie, il dit que Rabbi Yohanan avait dit. Cet ajout de carmélie n'était nécessaire que pour enseigner le cas d'un coin adjacent au domaine public, ou bien que parfois les multitudes poussez-vous et entrez-y, car son utilisation n'est pas pratique. Il est considéré comme un carmélie. De même, lorsque Rav Dimi vint d'Eretz Israël en Babylonie, il rapporta que Rabbi Yohanan avait dit, entre les piliers le long du domaine public est juré comme un carmélie. Quelle est la raison pour ça? Bien que les multitudes s'y promènent, puisqu'elles ne peuvent y marcher de manière directe et ininterrompue, elle est considérée comme une carmélie. Rabbi Zera a dit que Rabbi Yehuda a dit. La même chose est vraie pour le banc qui se trouve devant les piliers sur lesquels les marchands déposent leurs marchandises. Il est considéré comme un carmélie. La Gemara commente, selon celui qui a dit qu'entre les piliers est considéré comme un carmélie, à plus forte raison, un banc est considéré comme un carmélie. Cependant, selon celui qui a dit qu'un banc est une carmélie, on pourrait dire que c'est si spécifique en ce qui concerne un banc parce que son utilisation est peu pratique. Cependant, l'espace entre les piliers dont l'usage est commode ne serait pas considéré comme un carmélie. Une autre version de cette affirmation, cependant, entre les piliers où, parfois, marchent les multitudes, il est considéré comme le domaine public. En ce qui concerne la question de savoir dans quelle mesure l'utilisation des multitudes détermine si un lieu spécifique est considéré comme un domaine public, la Gemara cite la halara selon laquelle Rabba bar Shela a dit et Rav Ishda a dit. Si une brique verticale était placée dans le domaine public et que quelqu'un a lancé un objet à une distance de 4 coudées et qu'il a collé l'objet sur le côté, il est possible de lancer dans le domaine public. Mais si l'objet atterrit sur la brique, il n'est pas responsable, parce que les multitudes ne marchent pas sur la brique. Celle-ci ne constitue pas un domaine public à part entière. C'est Abéi et Rava qui dirent tous deux.
Et c'est précisément lorsque cette brique mesure au moins 3 palmes de haut, car alors les multitudes ne marchent pas dessus et par conséquent, même si la brique se trouve dans le domaine public, elle est considérée comme un domaine indépendant. Cependant, les épines et les arbustes, même s'ils ne mesurent pas 3 palmes de haut, ne sont pas considérés comme faisant partie du domaine public. Puisque les gens ne marchent pas sur des épines, ces zones ne peuvent pas être considérées comme faisant partie du domaine public. Et Iya Bar Rav a dit, même l'endroit où se trouvent des épines et des arbustes dans le domaine public, s'ils sont bas, est considéré comme faisant partie du domaine public. Toutefois, un endroit du domaine public où se trouvent des matières fécales n'est pas considéré comme faisant partie du domaine public, car les gens ne s'y promènent pas. Et Rav Ashi a dit, même un endroit du domaine public où il y a des excréments est considéré comme faisant partie du domaine public, car en fin de compte, les gens qui se précipitent au travail ne prennent pas soin de l'éviter et marchent dessus. Rabat de l'école de Rav Shela a dit, lorsque Rav Dimi est venu d'Eretz Israël en Babylonie, il a dit que Rabbi Yohanan a dit, il n'y a pas de carmélite de moins de 4 paumes. Et Rav Shechet ajouta et dit, et le carmélite s'étend jusqu'à 10 largeurs de main. En ce qui concerne la formulation du Rav Shechet, la Gemara s'est demandé quel est le sens de la phrase, et s'étend jusqu'à 10. Si vous dites cela, cela signifie qu'il y a une cloison de 10 largeurs de main qui l'entoure. Alors il est considéré comme un carmélite, et sinon, il n'est pas considéré comme un carmélite. Et ce n'est pas un carmélite? Rav Gidel n'a-t-il pas dit que Rav Ishda Bar Yosef a dit que Rav a dit? Une maison qui n'a pas de mur à l'intérieur, de 10 palmes de haut et dont le toit atteint une hauteur de 10 palmes au-dessus du sol, sur son toit. On peut le porter en entier, car son toit est un domaine privé dans tous les sens. Et à l'intérieur, on ne peut porter que 4 coudées, car à l'intérieur, la hauteur est insuffisante pour en faire un domaine privé. Et il conserve le statut de carmélite, apparemment. Même une zone de moins de 10 paumes de hauteur a le statut juridique de carmélite. Quel est plutôt le sens de la formulation de Rav Shechet? Et s'étend jusqu'à 10? Apparemment, jusqu'à 10 palmes sont ce qui est dans les paramètres d'un carmélite. Et au-dessus de 10 palmes n'est pas un carmélite. Et comme Shmuel a dit à Rav Yehuda, érudit passionné, Shinana, ne vous mêlez pas de questions concernant les affaires de Shabbat au-dessus de 10 paumes. La Gemara précise, au sujet de quel alara et dans quel contexte Shmuel a-t-il fait cette déclaration. Si vous dites que son intention était qu'il n'y ait pas de domaine privé au-dessus de 10 paumes, Rav Ishda n'a-t-il pas dit, celui qui a enfoncé un bâton dans le sol du domaine privé et a lancé un objet du domaine public, et celui-ci est tombé au-dessus, même si le bâton avait 100 coudées de haut, il en est responsable puisque le domaine privé s'étend jusqu'au ciel. Apparemment, il existe un domaine privé même au-dessus de 10 paumes. Dav 7b. Suggérait plutôt que Shmuel voulait dire qu'il n'y avait pas de domaine public au-dessus de 10 largeurs de main. C'est une Mishnah. Et pourquoi répéterait-il une Mishnah explicite? Comme nous l'avons appris dans une Mishnah, quant à celui qui jette un objet à 4 coudées dans le domaine public et que l'objet s'arrête sur un mur situé dans le domaine public à plus de 10 paumes du sol. C'est comme s'il lançait un objet dans les airs et il n'a jamais atterri. S'il s'arrête à moins de 10 paumes du sol, c'est comme s'il jetait un objet au sol. S'il s'agit d'une Mishnah explicite déclarant que la zone du domaine public ne dépasse pas 10 paumes du sol, il faut plutôt que la déclaration de Shmuel faisait référence à un carmélie. Il n'y a pas de carmélie au-dessus de 10 paumes. Et si tel était le cas, les sages étaient indulgents à l'égard d'une carmélie et appliquaient certaines indulgences du domaine privé et certaines indulgences du domaine public. La Gemara précise, quelle indulgence du domaine privé? Que s'il y a une superficie de 4 palmes, alors c'est un carmélie. Et s'il n'y a pas une superficie de 4 palmes, c'est simplement un domaine exempté. Quelques indulgences du domaine public? Que jusqu'à une hauteur de 10 palmes, c'est un carmélite. Au-dessus de 10 palmes n'est pas un carmélite. Concernant le sujet lui-même, il a été mentionné ci-dessus que Rav Gidel a dit que Rav Ishda Bar Yosef a dit que Rav a dit. Une maison qui n'a pas à l'intérieur des murs de 10 palmes de haut et dont le toit atteint une hauteur de 10 palmes au-dessus. Le sol, sur son toit, on peut le porter en entier, car son toit est un domaine privé dans tous les sens et à l'intérieur, on ne peut porter que 4 coudées, car à l'intérieur, la hauteur est insuffisante pour en faire un domaine privé et il conserve du carmélie statut. À propos de cet alara, Abéi a dit, et s'il creusait une superficie de 4 largeurs de main sur 4 dans le sol de la maison et qu'à l'endroit où le creusement a eu lieu, sa hauteur jusqu'au plafond atteigne 10 largeurs de main, la maison devient un domaine privé et il est permis de le transporter dans toute la maison. Quelle est la raison pour ça?
la zone creusée étant un domaine privé. Le reste de la maison, lui, est accessoire et assume le statut juridique des trous du domaine privé et des trous du domaine privé, bien qu'il n'ait pas la mesure d'un domaine privé. Domaines sont considérés comme le domaine privé lui-même. Comme il a été dit, tout le monde s'accorde pour dire que les trous du domaine privé sont considérés comme le domaine privé. Puisqu'ils sont englobés dans le domaine privé, ils sont jugés comme lui. En revanche, ils étaient en désaccord sur les trous du domaine public. Abbé dit, ils sont considérés comme appartenant au domaine public. Et Rava a dit, ils ne sont pas considérés comme appartenant au domaine public. Il s'agit soit d'un carmélite, soit d'un domaine exonéré. Rava dit à Abbé, d'après toi, qui a dit que les trous du domaine public sont considérés comme le domaine public? En quoi est-ce différent de cette halara? Comme lorsque Rav Dimi vint d'Eretz Israël en Babylonie. Il dit que Rabbi Yohanan avait dit, cet ajout de Carmélie à la Tosefta n'était nécessaire que pour enseigner le cas d'un coin adjacent au domaine public. Et selon votre opinion, que ce coin soit comme les trous du domaine public et que son statut juridique soit celui d'un domaine public lui-même et non celui d'un Carmélie. Abi a répondu, il y a une distinction entre les cas. Là, au coin, son usage n'est pas commode. Ici, les trous du domaine public, leur utilisation est commode, puisqu'il est commode d'utiliser les trous du domaine public et qui sont effectivement utilisés et constituent un domaine public dans tous les sens du terme. La Gemara a soulevé une difficulté supplémentaire pour l'opinion d'Abbé. Nous avons appris dans une Mishnah à propos de celui qui jette un objet à 4 coudées dans le domaine public, et l'objet s'arrête sur un mur situé dans le domaine public à plus de 10 palmes du sol. C'est comme s'il lançait un objet en l'air qui n'atteignait jamais. S'il s'arrête à moins de 10 paumes du sol, c'est comme s'il jetait un objet à terre, et il est responsable. Et nous avons discuté de cet halara. Quelle est la raison pour laquelle, lorsque le mur n'a pas 10 paumes de haut, c'est comme s'il le jetait à terre? L'objet ne s'est pas immobilisé sur le mur, car il est vraisemblable que l'objet a heurté le mur, puis est tombé au sol, puisqu'il n'a pas eu d'acte de déplacement. Il n'a pas effectué le travail interdit de portage sur le domaine public. Et Rabbi Yohanan a dit qu'ils avaient appris cette Mishnah comme faisant référence à un cas où il avait jeté un juteux gâteux de figues qui collait au mur et y restait. Et si vous pensez à dire que les trous du domaine public sont considérés comme le domaine public, pourquoi ai-je besoin d'établir que la Mishnah fait référence au cas d'un gâteau de figues juteux? Établissons-le simplement comme se référant au cas d'une pierre ou d'un objet ordinaire et qui s'est arrêté dans un trou. Parfois, Abbé répondait à la question en disant qu'une pierre ou un objet est différent d'une figue juteuse dans le sens où ils reviennent lorsqu'ils sont lancés et ne viennent pas rester dans le trou. Il était donc plus simple d'établir la Mishnah dans le cas d'une figue. Et parfois, il répondait en disant que la Mishnah faisait référence à un mur sans trou. Et d'où trouve-t-il un appui à cette explication? De ce que nous avons appris dans la première clause de la Mishnah. Celui qui lance plus de 10 paumes de sol, c'est comme s'il lançait en l'air et que l'objet n'atteignait jamais. Et s'il vous venait à l'esprit de dire que nous parlons ici d'un mur qui a un trou, pourquoi serait-ce comme s'il l'avait lancé en l'air et qu'il n'avait jamais atterri? Il reposait dans un trou et ce trou est un domaine privé, car il mesure plus de 10 paumes. Et c'est ainsi que le travail interdit de transport a été accompli. Et si vous dites que la Mishnah fait référence à un cas où les trous n'ont pas une superficie d'au moins 4 largeurs de main sur 4, ce qui est courant pour les trous dans le mur, et donc les trous ont un statut de domaine exempté, n'est-ce pas, Rav Yehuda? Disons que Rabbi Iya a dit, celui qui a lancé un objet à plus de 10 paumes et l'objet est allé et est venu se poser dans un trou de n'importe quelle taille. Nous en sommes arrivés dans cette affaire à la dispute entre Rabbi Meir et les rabbins. La décision de savoir s'il y a ou non une interdiction dépend d'une analyse de ce différend. Le rabbin Meir soutient que dans tous les cas où une certaine superficie minimale est requise pour qu'une halara spécifique prenne effet et où la zone existante est plus petite, si théoriquement les circonstances permettent de découper et de créer une zone de la taille requise, on considère qu'il s'agit d'une zone minimale, comme s'il découpait l'espace pour le compléter. C'est-à-dire que l'espace avait le statut juridique comme s'il avait été réellement agrandi. Et les rabbins estiment qu'on ne crée pas d'espace pour le compléter. Le statut juridique de la zone correspond plutôt à sa taille réelle. Par conséquent, selon le rabbin Meir, si un objet atterrit dans un petit trou, on considère la zone comme si elle avait été creusée pour compléter le trou à 4 largeurs de 4 mains et son statut juridique s'apparente à celui d'un domaine privé dans tous les sens du terme. Ne pouvons-nous pas plutôt conclure
conclure de la Mishnah qui soutient que celui qui jette un objet sur un mur à plus de 10 paumes, c'est comme s'il le jetait en l'air. Qu'il s'agisse d'un mur qui n'a pas de trou et que la possibilité de découper l'espace n'a jamais été évoquée. La Gemara conclut en effet, concluez-en. La Gemara revient encore une fois sur le sujet mentionné ci-dessus en passant elle-même Gufa. Rav Hishda a dit, celui qui a enfoncé un bâton dans le sol du domaine privé sur lequel repose un objet qu'il a lui-même lancé du domaine public, même si ce bâton faisait 100 coudées de haut, est responsable. La raison en est que le domaine privé s'élève vers le ciel. La Gemara suggère, disons que lorsque le Rav Hishda a dit sa déclaration, elle était conforme à l'opinion de Rabbi Yehuda Hanassi. Ta'anim était en désaccord sur une question similaire comme cela a été enseigné dans une Beretta, celui qui a jeté un objet pendant Shabbat dans le domaine public et l'objet reposait sur une projection de n'importe quelle taille, Rabbi Yehuda Hanassi le considère comme responsable et les rabbins le jugent exempté. Par conséquent, ce n'est que selon le rabbin Yehuda Hanassi qu'il n'est pas nécessaire que l'objet repose sur une zone d'une taille spécifique et donc la déclaration du Rav Hishda concernant le bâton ne peut être que conforme à l'opinion du rabbin Yehuda Hanassi. Concernant cette affirmation, Abéi dit, dans le domaine privé, tout le monde s'accorde sur le fait que la halakha est conforme à l'opinion de Rav Hishda, c'est-à-dire que le domaine privé est considéré comme une seule entité remplie de la terre jusqu'au ciel. Cependant, ici, cette Beretta fait référence à un cas particulier impliquant un arbre se trouvant dans le domaine privé et ses branches penchées vers le domaine public et on a jeté un objet du domaine public et celui-ci s'est appuyé sur les branches de l'arbre. Rabbi Yehuda Hanassi soutient que nous disons jeter ses branches après son tronc. Les branches de l'arbre sont considérées comme une extension de son tronc, dont l'arbre tout entier est considéré comme un domaine privé et celui qui s'y jette est responsable. Et les rabbins soutiennent que nous ne disons pas jeter ses branches après son tronc. Et donc les branches elles-mêmes ne sont pas considérées comme un domaine privé, mais plutôt un domaine exempté. Et celui qui les jette du domaine public n'est pas responsable. Abi a dit, celui qui a jeté un tonneau rond en roseau dans le domaine public et le tonneau mesure 10 palmes de haut et son diamètre n'est pas de 6 palmes de large est responsable. Puisque son diamètre est inférieur à 6 palmes, sa superficie est inférieure à la superficie de 4 palmes au carré. Ce tonneau est donc considéré comme un objet, et s'il le jette du domaine privé vers le domaine public, il en est responsable. Toutefois, si le diamètre du canon était de 6 palmes de large, il en est exempté. Étant donné que la superficie du canon est supérieure à la superficie de 4 palmes au carré, il est considéré comme un domaine privé indépendant et il n'a pas accompli l'acte de lancer un objet d'un domaine à un autre. Rava a dit, même s'il n'a pas une largeur de 6 paumes, il est exempté. Quelle est la raison pour ça? Il en est exempté car il est impossible que les extrémités des roseaux dépassant de la trame du fût ne s'étendent pas au-dessus de 10 palmes. Par conséquent, l'ensemble du tonneau n'est jamais entré dans le domaine public, puisqu'une partie reste dans un endroit non responsable, soit à 10 paumes du sol du domaine public. S'il a retourné sur son embouchure un canon de moins de 6 palmes de large, c'est-à-dire s'il a lancé avec l'embouchure tournée vers le bas, même si le canon ne mesurait que 7 palmes et était un peu haut, il était toujours responsable comme le prévoit la loi. Le statut de ce baril est équivalent à celui de tout autre objet qui y atterrit. Toutefois, si la hauteur de ce tonneau était de 7 palmes et demie, il en est exempté au moins de 3 largeurs de main du sol. Le principe de la vue entre en vigueur. Un objet situé à moins de 3 largeurs de main du sol a le statut juridique d'être relié au sol. Les flancs du canon s'étendent jusqu'au sol et on considère alors que le canon touche déjà le sol du domaine public, alors qu'il se trouve en réalité encore à 3 largeurs de main, tandis que sa partie supérieure reste un domaine exonéré. C'est comme s'il s'agissait d'un baril plus grand que 10 paumes. Ravashi a dit, même si la hauteur du tonneau était de 7 paumes et demi, il est responsable, car les côtés du tonneau ne sont pas considérés comme étant plus hauts qu'ils ne le sont en réalité. Quelle est la raison pour ça? La raison en est que les cloisons sont réalisées exclusivement pour l'intérieur du fût. Les côtés du canon ne jouent aucun rôle au-delà du canon lui-même. Il n'y a donc aucune possibilité d'étendre les côtés au moyen du principe de la ville. Par conséquent, si le canon lui-même ne dépasse pas 10 paumes, il s'agit simplement d'un objet. Hula a dit, un pilier haut de 9 palmes se dressant dans le domaine public, et de nombreuses personnes y ajustent le fardeau de leurs épaules, et quelqu'un a jeté un objet du domaine privé, il est resté au sommet du pilier. Il est responsable. Quelle est la raison pour ça? Elle repose sur ce principe.
Tout ce qui dépasse du domaine public, s'il se trouve à moins de 3 paumes du sol et que la multitude marche dessus, est considéré comme faisant partie du sol. S'il fait de 3 à 9 paumes, les multitudes ne marchent pas dessus et n'y ajustent pas le fardeau qui pèse sur leurs épaules. Et il n'est pas considéré comme faisant partie du domaine public. Cependant, il y a une saillie de 9 largeurs de main sur laquelle les multitudes ajustent certainement le fardeau qui pèse sur leurs épaules. Puisque les multitudes l'utilisent, il est considéré comme un domaine public malgré sa hauteur. Sur la base de la déclaration du là, Abiy a dit à Rav Yosef, un trou dans le sol du domaine public qui a plusieurs largeurs de main, quel est son statut juridique? Est-il également considéré conformément au principe du là comme faisant partie du domaine public? En général, en ce qui concerne la halaroth du Shabbat, il n'y a pas de distinction entre une zone élevée au-dessus de son environnement et une zone en dépression au-dessus de son environnement. Rav Yosef lui dit, et la même chose est vraie dans un trou, ces halaroth s'appliquent. Rava a dit, dans un trou, ces halaroth ne s'appliquent pas. Quelle est la raison pour ça? Puisque l'utilisation sous la contrainte n'est pas considérée comme une utilisation et que l'utilisation d'une fosse, même si elle a 9 largeurs de main, est gênante et n'est pas comparable à un pilier de même hauteur. Ravada bar Matana a soulevé une objection à l'opinion de Rava à partir de ce qui a été enseigné dans une beretta. Celui dont le panier a été placé dans le domaine public. Il mesurait 10 paumes de haut et 4 de large. On ne peut pas non plus en déplacer un objet vers le domaine public, ni du domaine public, puisque son statut juridique est celui d'un domaine privé. S'il est inférieur à cette hauteur, on peut le transporter dans le domaine public et vice-versa. La beretta ajoute, et il en va de même pour un trou. Cette déclaration ne fait-elle pas référence à la dernière clause de la beretta? On peut se transporter d'une fosse de moins de 10 paumes de profondeur jusqu'au domaine public. Cela conforte l'opinion du Rav Yosef selon laquelle un trou est englobé dans le domaine public. Rava a rejeté ceci. Cette déclaration ne fait pas référence à la dernière clause de la beretta, mais plutôt à la première clause de la beretta. C'est comme un panier dans lequel on ne peut pas le transporter d'un trou de 10 paumes de profondeur jusqu'au domaine public car il est un domaine privé à part entière. Cependant, aucune conclusion ne peut être tirée en ce qui concerne un trou de moins de 10 paumes de profondeur. Établir. Sa demeure de Shabbat dans le domaine public sur un site spécifique doit placer de la nourriture suffisante pour 2 repas pour que ce site soit considéré comme sa résidence légale. Et s'il place la nourriture utilisée pour son hérouve dans une fosse au-dessus de 10 palmes, c'est-à-dire à moins de 10 palmes sous le niveau du sol, son hérouve est un hérouve. S'il a placé l'hérouve à moins de 10 paumes du niveau du sol, son hérouve n'est pas un hérouve, parce que la fosse est un domaine privé et qu'il ne peut pas transporter l'hérouve de ce domaine privé vers un domaine public, où il a établi sa résidence. L'hérouve n'est pas valide. La Guémara cherche à clarifier les détails de cette affaire. Quelles sont les circonstances exactes? Si vous dites que la beretta fait référence à une fosse qui a 10 palmes de profondeur et que la phrase « et il l'a placé au-dessus de 10 palmes » signifie qu'il a élevé l'hérouve et l'a placé à moins de 10 palmes de niveau du sol et la phrase en dessous de 10 palmes signifie qu'il a abaissé l'hérouve et l'a placé à 10 palmes ou plus sous le niveau du sol. Quelle différence cela me fait-il si l'hérouve est au-dessus de 10 palmes et quelle différence cela fait-il pour moi s'il est en dessous de 10 palmes? De toute façon, la fosse est un domaine privé et le principe veut que le domaine privé s'étende de son point le plus bas jusqu'au ciel. Il n'y a aucune différence selon que l'hérouve soit placé plus haut ou plus bas. Dans tous les cas, il est à un endroit dans le domaine public et son hérouve est à un autre endroit dans le domaine privé. Puisqu'il ne peut pas sortir l'hérouve de la fosse, son hérouve n'est pas un hérouve. La beretta ne fait-elle pas plutôt référence à une fosse qui n'a pas une profondeur de 10 paumes? Et la beretta doit être comprise comme suit. S'il a placé son hérouve en dessous de 10 palmes, fait référence à une fosse dont le point le plus bas est à 10 palmes ou plus sous le niveau du sol. S'il a placé son hérouve au-dessus de 10 palmes, cela fait référence à une fosse qui a moins de 10 palmes de profondeur et n'est pas un domaine privé. Et en ce qui concerne ce cas, il a été enseigné que son hérouve est un hérouve. Par conséquent, un usage sous la contrainte dans une fosse de moins de 10 paumes de profondeur est considéré comme un usage et une telle fosse fait partie à part entière du domaine public. Rava a suggéré diverses réponses à cette objection. Parfois, il lui répondait qu'il s'agissait d'un cas où lui et son hérouve se trouvaient dans un carmélite, c'est-à-dire qu'il avait l'intention d'établir sa résidence dans un carmélite et il avait placé son hérouve, la fosse à moins de 10 paumes
de profondeur et par conséquent, lui et son héros se trouvent dans le même domaine. Et pourquoi le Beretta appelle-t-il son lieu de résidence domaine public? Parce que ce n'est pas du domaine privé. Et parfois, il répondait qu'il s'agissait d'un cas où il se trouvait effectivement dans le domaine public et son héros était dans un carmélite. C'est car une fosse qui n'a pas 10 paumes de profondeur ne fait pas partie du domaine public, mais plutôt c'est un carmélite. En ce qui concerne la question de savoir comment cela peut-il être considéré comme un héros légitime, puisqu'il est également interdit de le transporter du carmélite au domaine public, cette Beretta est conforme à l'opinion du rabbin Yehuda Hanassi, qui a déclaré tout ce qui est interdit, le Shabbat et son interdiction ne relèvent pas de la loi de la Torah, mais plutôt d'un décret rabbinique chez Vout. Les sages n'ont pas émis le décret à appliquer au crépuscule, qui n'est ni le jour définitif, ni la nuit définitive. Par conséquent, au moment où l'héros était placé dans le carmélite, il lui était permis de le porter dans le domaine public. Étant donné qu'un héros agit même s'il n'est utilisable qu'un instant au crépuscule, la veille de Shabbat, son héros est efficace. Et Rava dit à Ravada bar Matana, ne dis pas que je te rebute simplement avec ces réponses. Au contraire, ce que je vous dis est exact. L'opinion selon laquelle l'usage sous la contrainte n'est pas considéré comme un usage est une opinion de bonne foi et les réponses suggérées sont des explications appropriées de cette Beretta, comme nous l'avons appris dans une Mishnah. S'il y avait un marais et que le domaine public le traverse, celui qui y jette un objet à une distance de 4 coudées est responsable comme quiconque transporte 4 coudées dans le domaine public. Et quelle est la profondeur de ce marais? Il fait moins de 10 palmes. La Mishnah ajoute et en ce qui concerne un marais traversé par le domaine public, celui qui jette 4 coudées dans le marais est responsable. La difficulté concernant la répétition du même sujet avec des mots pratiquement identiques est claire. Et donc, certes, il est possible d'expliquer que ce marais a été répété 2 fois. Un cas fait référence à l'été et un autre à la saison des pluies. Et il faut souligner que cette décision s'applique aussi bien en été qu'en hiver. Comme si la Mishnah nous avait informé de cet alara seulement en été, nous aurions dit que puisque les gens traversent généralement le marais pour se rafraîchir, celui-ci est considéré comme faisant partie du domaine public. Par contre, en saison des pluies, j'aurais dit qu'il ne fait pas partie du domaine public. Et inversement, si la Mishnah nous avait dit cet alara uniquement pendant la saison des pluies, j'aurais dit que comme il est sale de toute façon, il arrive qu'il ne soit pas prudent et entre dans le marais. Par contre, l'été, quand il n'est pas sale debout, j'aurais dit qu'il ne fait pas partie du domaine public. Par conséquent, il était nécessaire que la Mishnah répète 2 fois marais pour nous apprendre que cet alara s'applique à tout moment. Cependant, pourquoi ai-je besoin que la Mishnah déclare à 2 reprises que le domaine public passe par ce marais? Ne faut-il pas plutôt en conclure que le passage, même sous la contrainte et non libre et facile, est considéré comme un passage, mais que l'usage sous la contrainte n'est pas considéré comme un usage? Il fallait souligner que le domaine public y passe effectivement. Si une multitude n'y passait pas et qu'elle n'était pas utilisée que sous la contrainte, elle n'aurait pas été considérée comme un domaine public. La Gemara conclut. En effet, concluez-en. Assez lié au cas du tonneau discuté plus tôt, qui était un cas de déplacement d'un objet sans responsabilité. La Gemara cite que Rav Yehuda a dit ce paquet de roseaux qui s'est tenu debout et qu'il a jeté, s'est tenu debout et a jeté à plusieurs reprises. Il n'est pas tenu de le transporter 4 coudées dans le domaine public jusqu'à ce qu'il le soulève du sol. Tant qu'il ne l'a pas soulevé du sol, même s'il l'a déplacé sur une longue distance. Il n'a pas accompli les actes de levage et de placement interdits par la loi de la Torah, car au moins une partie du paquet restait toujours sur le sol. Le maître dit, une personne debout sur le seuil peut prendre un objet au propriétaire se trouvant dans le domaine privé, et il peut lui donner un objet, de même s'il se trouve là, il peut prendre un objet à un pauvre se trouvant dans le domaine public et peut lui donner un objet, car il n'y a aucun élément d'interdiction ou de responsabilité à transporter et à exécuter dans un domaine exempté pendant Shabbat. La Gemara demande, ce seuil, qu'est-ce que c'est? À quel type de seuil fait-il référence? Différents seuils ont un statut halakhique différent. Si vous dites qu'il s'agit d'un seuil qui est du domaine public, c'est-à-dire le seuil d'une ruelle qui se trouve à moins de 3 largeurs de sol et qui n'est pas couverte, et que le poteau qui délimite les paramètres de la ruelle est situé entre le domaine public et la ruelle, comment la Tosefta peut-il dire qu'il peut prendre un objet au propriétaire? N'effectue-t-il pas du domaine privé au domaine public? Disons plutôt que la Tosefta fait référence à un seuil qui est du domaine privé, dans le cas où il est ouvert,
qu'il est couvert ou qu'il est situé entre le poteau qui délimite les paramètres de la ruelle et le domaine privé, ou qu'il est haut de 10 palmes, et sa superficie est d'au moins 4 largeurs de main sur 4. Comment alors la Tosefta peut-il dire qu'il peut prendre un objet à un pauvre? N'est-il pas en train de passer du domaine public au domaine privé? Disons plutôt que la Tosefta fait référence à un seuil qui est un carmélie, c'est-à-dire qu'il n'a pas 10 largeurs de main et qu'il est de 4 largeurs de main sur 4. Comment la Tosefta peut-il dire qu'il peut prendre et donner même ab initio? En fin de compte, dans ce cas, il y a quand même une interdiction, même si une carmélite n'engendre pas de responsabilité selon la loi de la Torah. La loi rabbinique l'interdit, il n'est certainement pas autorisé ab initio. Supposons plutôt que la Tosefta fait référence à un seuil qui n'est qu'un domaine exempté et qu'il n'y a donc aucune interdiction. Dans quelles circonstances s'agit-il d'un domaine exonéré? Dans le cas où il n'y a pas une superficie de 4 largeurs de main sur 4. Il n'est donc pas considéré comme un domaine en ce qui concerne la responsabilité le jour du Shabbat. Et cette halara est similaire à cette déclaration faite lorsque Rav Dimi est venu d'Eretz Israël en Babylonie et a dit que Rabbi Yohanan a dit: un endroit qui n'a pas une superficie de 4 sur 4 largeur de main et qui est mis à part, il est permis à la fois pour le haut aux gens du domaine privé et haut aux gens du domaine public d'ajuster le fardeau qui pèse sur leur épaule le jour du Shabbat, à condition qu'ils n'échangent pas d'objets entre eux d'un domaine à l'autre. Le maître a également dit dans la Tosefta, une personne debout sur le seuil peut prendre un objet au propriétaire et lui donner un objet, et elle peut prendre un objet au pauvre ou lui donner un objet, à condition qu'elle le fasse. Ne pas prendre l'objet au propriétaire et le donner à un pauvre, ou à un pauvre et le donner au propriétaire. Et cependant, s'il prenait un objet à l'un et le donnait à l'autre, aucun travail interdit par la loi de la Torah n'était certainement accompli dans ce cas, et tous les trois en étaient exemptés. La Guémara demande: dites que cela sera une réfutation concluante de l'opinion de Rava. Comme Rava l'a dit, celui qui transfère un objet du début de 4 coudées à la fin de 4 coudées dans le domaine public, même s'il a transféré au-dessus du niveau supérieur, limite du domaine public. Amen. On continuera demain. Bonne soirée.